Et c'est toujours avec le sourire que nous vous disons bonjour lorsqu'il sonne 7h30 sur Savan TV, mais également chez vous. Alors, madame, messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine de l'émission Bonjour le Fasoum. Vous le savez, depuis lundi, nous sommes installés à Koubri pour vous faire découvrir de vieilles constructions et qui ont servi justement d'école biblique. Donc, au niveau donc de Koubri, vous allez avoir le récapitulatif des témoignages de la semaine aujourd'hui. Pour la revue de presse, nous serons avec le directeur de l'information de Savan Média, El Hadj Soumaïla Rabo, que nous allons retrouver tout à l'heure. Et dans la rubrique invité du jour, nous allons recevoir Nicolas Marquez. Il est le fils de l'actrice de cinéma, une star en tout cas, Mounandiaï. Donc Nicolas Marquez est étudiant en deuxième année à Strasbourg. Il est là sur ce plateau parce qu'il a un projet et nous allons en parler tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Et dans la rubrique sécurité routière, du moins, nous serons avec le moniteur Ezekiel Ouetrago de Victoire Auto École. Nous parlerons de la prévention des incendies auto et moto donc dans la circulation routière. Vous le savez, chaque vendredi, pour clore cette émission, nous recevons Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end et nous parlerons bien sûr d'autres événements dans la rubrique Bonnes Affaires. Voici pour le menu de ce jour. On s'installe confortablement et l'aventure peut débuter. Et cette semaine, nous sommes installés à 29 km donc de Ouagadougou, plus précisément à Koubri, pour vous faire découvrir des vieux bâtiments, des bâtiments qui ont été construits par des missionnaires américains et qui étaient autrefois utilisés comme une école biblique. Alors, aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter à nouveau les témoignages. Donc, c'est un récapitulatif des témoignages que nous vous avons proposés tout au long de cette semaine. Il faut rappeler que l'école ne fonctionne plus, sinon les traces existent toujours et nous avons décidé de repartir sur les traces de cette école biblique et vous raconter l'histoire donc de cette école biblique du côté de Koubri. Nous vous invitons à suivre le récap des témoignages. Ils sont arrivés à Ouaga en 1921, vous connaissez l'histoire, non? Et que, ma foi, ils sont partis des États-Unis dans une ville qu'on appelle Sprintville. Et que ils ont pris bateau, arrivé à Sierra Leone. De Sierra Leone, ils cherchaient Mosilan. Que le prophétie leur a dit d'aller évangéliser Mosilan. Bon, ils ne savent pas où c'est Mosilan. Donc ils ont constitué une équipe et ils sont partis en Sierra Leone, qui était une colonie anglaise. Parce que eux là-bas, ils ont dit, si ce n'est pas un AOF, Afrique occidentale française, là, eux, ils ne savent pas où c'est Mosilan. Mais allez-y à Dakar, c'est la capitale là-bas. Et ils ont continué à Dakar. D'après, enfin, l'histoire, c'est que je vous donne, grosso modo. Arrivé à Dakar, on dit, la Haute-Volta s'appelait beaucoup du Niger. Bon, ils ont dit, il y a beaucoup du Niger, il y a une ethnie qu'on appelle Mossi. Et parti que de Dakar à Bamako, ils sont partis sur les dos d'âne. Il n'y avait pas de choses. Arrivé à Bamako, on dit, c'est encore plus loin. Ils ont descendu le fleuve là, avec les bateaux, jusqu'à Mopti. Arrivé à Mopti, ils ont pris la route à dos d'âne, passé par Oyouya, aboutir à Ouaga en 1921. Et c'est le Moro Naba qui les intéressait. Ils sont partis voir le Moro Naba et puis expliquer pourquoi ils sont venus. Et parti que le Moro Naba a dit au Gunga Naba de leur donner une concession à Gunga. Donc vous voyez, la concession de Gunga, ça a été donné par les choses. Voilà leur point de départ. Bon. Et ils ont commencé l'évangélisation. Bon, ils ont formé sur place les premiers catéchistes. Et bon, ils cherchaient un endroit maintenant pour ouvrir une école biblique, uniquement à Morée, en langue locale. Ils sont venus ici. Nous avions un de nos grands frères là, qui était dans l'armée française, était soldat à Ouaga. Et donc il s'est converti là-bas. Quand ils sont arrivés à Ouaga, lui il s'est converti là-bas. Entre-temps, il est revenu au village. Et
il nous citait des versets bibliques. Jean 3,16, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, il nous citait ça à mourir. Entre-temps, les premiers catéchistes formés là, il y avait le papa de Simon parmi eux. Voilà, il s'appelait Sana Compore. Et dans un village pas loin d'ici, Benoro, il avait son frère là-bas. Donc un jour, il vient pour voir son frère. Le frère l'a dit, mais il y a quelqu'un ici qui chante le quoi de votre religion là. Bon, il a pris contact avec, et nous on l'appelait, mais lui on l'avait surnommé Mère Krabi, parce que, donc il a pris contact avec Mère Krabi. On était dans le même quartier. Il est reparti, après il est revenu s'installer dans la cour de Mère Krabi là, avec sa femme et ses 2 enfants. Pas Simon, hein. Simon n'était pas né à ce moment. Et c'est lui qui a commencé à évangéliser Koubri. Maintenant, les missionnaires ont suivi, ils ont choisi l'emplacement là-bas et ils ont commencé à construire l'école biblique. Je crois que ça a duré près de 3 ans. Bon, il y a le coin pour les mariés, l'autre pour les célibataires, et les missionnaires là étaient sur la colline là. La première promotion a ouvert ses portes en 1940. La durée c'était 3 ans. Ils habitaient tous là-bas, cultivaient les mêmes champs, ils vivaient ensemble. Et une promotion finie, eux ils partent et une autre promotion vient. C'est pas comme maintenant, ça se voit aussi ici là. Chaque année ils recrutent, non, c'était la promotion a fini, ils partent, et puis l'autre promotion vient. Ils ont construit, ils habitaient là-bas, et bon, et ils apprenaient, en rien de temps, ils apprenaient la langue, donc ils discutaient, causaient avec tout le monde. À l'époque, ils nous rendaient service. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des lions, hein, des animaux sauvages qui gênaient beaucoup. Bon, ils ont essayé de... Il n'y avait pas de forage, ils ont fait des puits qui allaient de plusieurs mètres sans trouver la chose. Bon, donc, vraiment, ça... Ils ont aidé la population. J'ai assisté, mais il n'y avait pas de ciment. Hein. On ne faisait pas avec ciment, c'était avec un terre là. Et puis vous avez vu les voûtes là. Hein? Comment on construit maintenant, je ne sais pas, maintenant ils ne font pas, mais il n'y avait pas de ciment, mais ils faisaient avec des voûtes. Et ils faisaient même des étages avec. Ouais. Nous petits, on regardait, mais en tout cas, moi je ne pouvais pas transporter des briques à l'époque, hein, quand même. Notre souhait, c'est de reconstruire, refaire quand même quelque chose. Beaucoup de gens vont venir visiter. Les églises évangéliques à travers le monde entier ont commencé en 1900. C'est lors d'un réveil qui a eu lieu en Angleterre et aux États-Unis que des gens vraiment ont prié. Et en tout cas, il y a eu ce qu'on appelle... en tout cas, la naissance des églises évangéliques à travers le monde entier. Et les premières églises évangéliques nées à ce moment-là, mais on dit quelques-unes, je ne peux pas citer tout. Il y a eu la foi apostolique, les assemblées de Dieu, et puis les Pentecôtes, et puis il y en a là. Il y en a eu, ça a été comme ça. Et maintenant pour... le Burkina Faso, dès que il y a eu ce réveil et que, en tout cas, les églises sont nées, c'est lors d'une prophétie qu'il a été dit dans une assemblée là, que il y a Mont-Sélan. Donc les Américains qui étaient là, Mont-Sélan, c'est où? Le Seigneur dit d'aller là-bas, Mont-Sélan, prêcher la parole de Dieu. Et c'est ça qui a fait que, en tout cas, il y en a qui ont obéi et qui ont accepté. Ils sont venus donc dans le Mont-Sélan, ça s'appelait la Haute-Porta à l'époque, hein, en 1921, que ces premiers missionnaires sont arrivés donc en Haute-Volta et se sont installés à Goungé. Donc si vous voyez l'Assemblée de Dieu là à Goungé, là, sur la route de Bobola. Alors c'était en tout cas le premier lieu
où ces missionnaires se sont installés et ils ont fait le travail comme ils pouvaient. Donc voilà ce que je peux dire. Mais c'était en 1921. Mais quand la prophétie donc, a dit d'aller à Montsélan, là, alors il y a eu donc des gens qui sont venus, comment je veux dire, inspecter les lieux. Et en 1920 et en 1921, en tout cas, les premiers artères là sont arrivés ici, à Ouagadougou, en passant par le Soudan. Bon, d'abord en passant par le Sénégal, le Soudan, et ensuite quand ils sont arrivés à notre Volta, alors ils sont passés par, mettons, Yaoko, tout ça en descendant à Ouagadougou. Par rapport à l'école biblique, alors les premiers missionnaires ont pensé quand même qu'il fallait former des autochtones pour pouvoir aider à l'évangélisation. Donc, les tout premiers chrétiens, donc, ils sentaient l'appel de Dieu pour son œuvre là. Moi, les missionnaires les formés ici à Goumbé. Mais ça ne prenait pas beaucoup d'années, hein, peut-être 2 mois, 12 mois. Et après, l'idée leur est venue d'aller construire, en tout cas, une école biblique qui va recevoir beaucoup de personnes, et cela a compris. Donc, ils sont partis là-bas, ils ont construit donc la première école biblique dans cette région-là. Et tout cela qui sentait l'appel, alors on les a envoyés là-bas pour être formés. Ça, c'était en 1940. Et c'était, ça, sont les ruines donc, de la première école biblique. Et quand j'ai voulu nommer Puedro, le quartier s'appelle Puedro. Il y avait des lions, il y avait tout, hein. C'était pas facile. Hein. Les missionnaires ont créé ce qu'on appelle une fosse aux lions là. Et puis on attrapait les lions et les lions qui venaient tomber là-dedans, et puis on les attrapait. Mais le problème est que, avec le temps, question d'eau s'est posée. Ils se sont dit, comment on va faire? Alors, ils sont descendus un peu, arrivés à Narmaré, il y a le barrage là-bas, il y a l'eau. Donc les étudiants, ils pouvaient profiter pour faire du jardinage, et ils ont donc implanté l'école là-bas. Ça fait déjà bientôt dans les 60 ans que l'école est à Narmaré. Donc la plupart des pasteurs là, en tout cas des adhérents sont formés à Narmaré. Il y a eu Yamiro Kouderma Koudougou, de Koudougou. Il y a eu Kéré David de Tankotogo. Minungu Lebende, lui aussi il est de Tankotogo. Kéré Gédéon, il est aussi de Tankotogo. Minungu Abel, lui aussi il est de Tankotogo. Delma Dabila, il est également de Tankotogo. Il y a eu Tungwen Sida, lui il est de Koubri, là-bas. Il y a eu Tiga Borgo, lui il est de Kaya. Il y a eu Belko, lui aussi il est de Kaya. Il y a Noro Jitimia, lui il est de Komsilga, c'est pas loin d'ici. Il y a eu Kapando Gomnaga, il est de Ouagadougou. Tiroro de Yaoko. Ouedraoro Bila, lui il est de Kaya, etc. Il y en a eu. Ouais, c'était le tout premier, ils ont été les tout premiers formés. Les responsables veulent faire quelque chose là-dessus. Si vous partez présentement là-bas, on n'a plus trouvé les ruines de l'ancien bâtiment. Nous poursuivons avec cette émission. Je rappelle que vous écoutiez les témoignages justement sur les anciennes constructions qui servaient d'école biblique au niveau donc de Koubri. Et puis nous allons profiter, saluer la mémoire donc de ce médecin à la retraite. C'est le premier témoignage que vous avez suivi, qui nous a malheureusement quitté cette semaine. Et je rappelle que pour ce site de Koubri que nous découvrons cette semaine, il s'agit justement d'un site en rediffusion. C'est un élément que nous avons réalisé. C'était en 2019 et nous avons décidé de revenir sur cet élément et le médecin à la retraite nous donnait justement son témoignage. Malheureusement, il nous a quittés cette semaine. Nous saluons sa mémoire. Pour la suite de cette émission, nous allons nous informer et c'est à travers la revue de presse.
Revue de presse présentée aujourd'hui par le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Soumaïla Rabo, que nous retrouvons à présent. Bonjour et bienvenue. Bonjour Azeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Actualité marquée par les événements nationaux mais également internationaux. Oui, entre autres, les départs de l'armée française du Mali qui fait beaucoup de gorge chaude un peu partout. Bon, c'est diversement apprécié. On verra bien. Voilà, on commence avec Sidoya ce matin. Abdourahmane Ouattara, membre du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, les intérêts supérieurs de notre football doivent être sauvegardés. Lutte contre l'insécurité alimentaire, la FAO et le Burkina s'accordent sur les priorités. Lutte contre la dépigmentation, une association engage le combat. Dans Chronique, il faut lire à la une de Sidoya aujourd'hui, ce n'est pas le chant de papa de quelqu'un. Et puis vente de fourrage à Bobo Dioulasso, de l'herbe à prix d'or en saison sèche. L'Express du Faso, nomination et promotion à la Sofitex. Des agents dénoncent, la direction s'explique. Dans la rubrique Autant le dire, Barkhane et Takuba s'en vont, le Mali à l'épreuve. Incendie à Bobo Dioulasso, un bâtiment R+1 à moitié consumé. Au palais de justice de Bobo, la farine de blé qui vaut 2 ans de prison. Fait de chenou, il implore les fétiches du village contre les habitants. Bobokan, le président de l'UNPCB, battu aux élections dans le Tui. Dernier titre à la une de l'Express du Faso, agent de santé à titre privé, une marche à Bobo pour exiger la réouverture des tests d'intégration. L'observateur Palga, enquête d'opinion Apidon sur le putsch, 62% des sondés pour une transition d'au moins 2 ans. Retrait Barkhane du Mali, c'est condamnable d'abandonner les populations aux mains des terroristes. Ce sont les propos de Mahmoudou Sawadogo, expert en sécurité. Le coq gaulois quitte sa basse-cour malienne. C'est dans Regard sur l'actualité de l'Obs. Et puis dans Une lettre pour l'ail, la rubrique de tous les vendredis de l'Observateur Palga, on attendra pour l'investiture. Où est donc passé Kassoum Kambou? Funérailles de Naba Carrefour, rendez-vous ce week-end à Ouidi. Aujourd'hui au Faso à présent, Mali, l'après Barkhane et Takuba, les 4 directions du sextant d'un requiem. Alexandre Sankara, vice-président du PUR, notre responsabilité est purement morale dans l'échec du régime Kaboré. Lutte contre la dépigmentation, IASD en fait son cheval de bataille. Refondation et restauration du Burkina Faso, le BPBF appelle à revisiter le portefeuille des partenaires bilatéraux. Prestation de serment du président du Faso, l'image qui dérange et qui interroge. INSP, entendez École nationale de santé publique, le professeur Edgar Ouangré remplace Émile Paré à la direction générale. Le quotidien à présent, Germaine Pitroapa, à propos de la prise du pouvoir par le MPSR, que l'armée aussi fasse son examen de conscience avant de donner les leçons aux autres. Départ de Barkhane et Takuba du Mali, des Africains saluent une victoire du peuple malien. Dans Digne d'intérêt, on peut lire prise du pouvoir par le MPSR. Le président Alassane Ouattara invite les autorités burkinabées à respecter les règles de la CEDEAO. Titao, une affaire de don de vivre détournée, fait des gorges chaudes. Et puis Conseil ENSP, Dr Émile Paré, démis de ses fonctions de directeur général. Conseil constitutionnel, le nouveau contrôleur d'État prestera serment le 24 février prochain. Koulpelgo, la mairie et la préfecture de Yaoundé incendiées par des terroristes. Dernier titre à la une du quotidien ce matin, Newton Amen de Bari au président d'Amibam. À partir de lundi prochain, on devrait entendre de moins en moins une mairie brûlée, un ultimatum à un village pour qu'il déguerpisse, des pylônes saccagés, point de suspension. Nous terminons avec le journal Le Pays, prestation de serment de Paul-Henri Damibam, ce qu'en pensent les leaders d'opinion.
à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Selon Amadou Traoré, il est juriste. Les vieux dinosaures et la politique, mieux vaut le renoncement que l'humiliation. Pot-pourri, commune de Ouaga, des échauffourées entre policiers et routiers après la bastonnade d'un chauffeur. Lutte contre la dépigmentation au Burkina, l'IASD pour une loi interdisant l'importation des produits éclaircissants. TGI de Banfora, 6 mois de prison et une amende de 500 000 francs CFA ferme pour expropriation d'une veuve et de ses orphelins. Dans Actu Foot, Cameroun, Eto'o va trancher l'avenir de sous 72 heures. C'est un peu flou, je n'arrive pas à bien lire ce titre-là. Ce sont les titres qu'on peut avoir à la une des différents quotidiens ce matin. Merci bien Elhaj. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Nous nous intéressons donc à l'actualité à l'École nationale de santé publique. Finalement, le docteur Émile Paré est révoqué. Oui, il est révoqué dans les conditions que vous savez et qui sont un peu contestées par lui-même en tout cas, à travers une lettre que j'ai lue hier. J'ai vu que le docteur Émile Paré contestait sa révocation. En fait, ce qui revient dans les journaux, c'est que le docteur Émile Paré était sur la sellette il y a quelques semaines déjà pour une affaire d'enquête de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, la SELC, qui lui avait demandé de rendre compte des per diem qu'il avait reçus par rapport à 3 séminaires tenu courant 2020 comme ça, au titre des activités de l'ENSP. Des séminaires qui étaient censés se tenir à Koudougou, mais finalement qui avaient eu lieu à Ouagadougou, avec des per diem servis à Ouagadougou, comme si les choses s'étaient passées à Koudougou. Donc, Émile Paré avait un trop perçu d'autour de 700 000 francs CFA, c'est ce qui nous revenait. Donc, il a passé une nuit en son temps au camp de gendarmerie de Paspanga à Ouagadougou, avant de pouvoir regagner son domicile en attendant la poursuite des enquêtes. Pour cette dernière affaire-là, qui est évoqué depuis 2 jours maintenant. On dit que c'est le conseil d'administration de l'École nationale de santé publique qui a décidé de révoquer Émile Paré au motif qu'il a atteint l'âge de la retraite et donc de le remplacer par un intérimaire pour quelques mois en attendant qu'un nouveau directeur général soit nommé en bonne et due forme. Et le conseil d'administration aurait demandé au docteur Pargui Émile Paré de se présenter pour une passation de charge entre lui et son successeur à la tête de l'École nationale de santé publique. Et Émile Paré a écrit une lettre que nous avons pu lire, adressée au président du conseil d'administration, lettre dans laquelle Émile Paré dit que lui a été nommé en conseil des ministres et que si on suit le parallélisme des formes, c'est à travers un décret pris en conseil des ministres qui peut être encore démis de ses fonctions et donc révoqué. Parce que quand vous êtes nommé par une autorité supérieure, normalement, c'est une autorité supérieure du même niveau protocolaire ou du même rang protocolaire qui peut vous révoquer. Ce n'est pas le cas. Donc Émile Paré trouve que ça n'a pas respecté les règles de forme. Donc je crois qu'il n'a pas voulu aller à la passation de charges avec son successeur et il a dit au président du conseil d'administration. Bon, parce que la façon dont ça s'est passé certainement ne lui a pas plu. Bon, le conseil d'administration, on ne sait pas qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette décision parce que le docteur Émile Paré est loin d'être le seul directeur général ayant atteint l'âge limite de la retraite. On sait qu'à la CNSS, par exemple, le directeur général Lassana Ouagadougou est dans cette situation depuis plus de 3 ans maintenant. Les travailleurs ont même évoqué ça à travers leur syndicat plus d'une fois, mais il a dit, bon, c'est celui qui m'a nommé qui peut me révoqué. Et donc, il avait renvoyé les travailleurs pour ce qui est de la CNSS là au président Rochma Christian Kaboré. Bon, Émile Paré, lui, il a été nommé en 2018. Il a pris fonction en 2018. Ça fait pratiquement 3-4 ans maintenant. Et bon, on aurait pu attendre aussi que le conseil des ministres le fasse. Mais tel que les choses sont, ça veut dire qu'il sera obligé de se mettre de côté, de laisser son successeur, l'intérimaire, travailler en attendant que lorsqu'il y aura un gouvernement, que ce gouvernement-là avise. En tout cas, le conseil d'administration a informé le secrétaire général du ministère de la Santé
docteur Wilfried Ouedraogo, qui expédie les affaires courantes. Et je crois que lui aussi a pris acte de cette décision-là du conseil d'administration. Et donc, normalement, le docteur Émile Paré devrait céder la place à son successeur. Voilà, le professeur Wangré, qui manifestement a déjà commencé à travailler, hein, docteur professeur Edgar Wangré, donc à l'École nationale de santé publique. Je trouve que c'est à ce même moment-là qu'il y a des manifestations par-ci par-là. À Tinkodogo, il y en a eu. À Ouagadougou aussi, il y en a eu hier. Les uns pour demander, pour ce qui est de Ouagadougou, là, que l'État organise des tests de recrutement des agents de santé, parce que depuis quelques années, il n'y en a pas eu. Des tests d'intégration, en fait, pour les agents de santé. À Tinkodogo, c'était plutôt des élèves de l'École nationale de santé publique qui demandaient qu'on leur délivre des diplômes académiques, donc des licences académiques, plutôt que des diplômes professionnels. Vous voyez, c'est sous forme de certificat. Voilà, ça n'a pas, c'est le même niveau, mais ça n'a pas la même valeur. Et donc, ils demandent, à partir du moment où ils sont tenus par des enseignants d'université au même titre que ceux qui reçoivent les cours dans les universités, on aurait pu leur donner des diplômes, des licences académiques qui montrent qu'ils ont fait des études universitaires. Bon, donc, c'est au même moment que tout ça, ça arrive. Alors, deuxième sujet, l'observateur Palga parle aujourd'hui de la différence entre prestation de serment et investiture. Justement, le journal revient aussi sur la présence de l'activiste, ou on va dire influenceur, Ibrahima Maïga, au sein du MPSR. Oui, la présence d'Ibrahima Maïga qui fait tellement de bruit et de réactions négatives vis-à-vis du MPSR depuis 2 jours maintenant. Pour la différence entre prestation de serment et investiture, on aura remarqué que le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a prêté serment. Il y a 2 jours, donc le mercredi dernier, 16 février 2022, le serment qui est prévu dans la Constitution, plus une petite formule qui a été ajoutée, parce que l'acte fondamental fait partie désormais des textes fondamentaux dont il doit s'assurer de la mise en œuvre et du respect au Burkina Faso. Et maintenant, vous savez que normalement, quand un président est élu démocratiquement, c'est une double cérémonie. Il prête serment et en même temps, il est investi. Et il y a le grand chancelier qui l'investit comme grand maître des ordres nationaux. Et ça fait de lui le président qui a tous les pleins pouvoirs. Avec le président Damiba, c'était un peu différent. Et parce qu'on risque d'assister à une double prestation de serment. Voilà. Parce que à partir du moment où il a prêté serment sur la base de l'acte fondamental qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel et de la Constitution qui a été rétablie, il peut prêter serment pour gérer la période intérimaire jusqu'à l'adoption de la charte de la transition. Et une fois que les forces vives vont valider la charte de la transition et probablement le reconnaître encore comme président intérimaire, pour un temps qui sera très, très précis, parce que là, il a prêté serment pour on sait combien de temps. On ne sait pas si c'est pour 2 semaines, on ne sait pas si c'est pour 3 semaines, on ne sait pas si c'est pour 1 mois, 3 mois. Mais quand la charte va fixer le délai de la transition, validé par les forces vives de la nation, et quand le président Damiba sera encore reconnu par les forces vives de la nation comme le président intérimaire, il va devoir encore prêter serment. Et là, comme l'observateur Palga le dit, il sera investi comme grand maître des ordres nationaux et il aura tous les pleins pouvoirs du chef de l'État, du président du Faso et donc du chef suprême des armées pour agir. C'est le cas actuellement, mais ce sont les éléments de forme qui manquent. Donc dans quelques semaines encore, ne soyons pas étonnés, voilà, qu'on assiste encore à une autre cérémonie qui pourrait être encore sobre comme celle-là, où il sera encore amené à prêter serment et à être investi. Maintenant, il se trouve qu'à l'investiture du mercredi dernier, quand on a demandé aux membres du MPSR de venir pour les photos de famille, il a été appelé l'ex-député Abdou Hadrabo du PDC, proche de Sarah Sérimé, et l'activiste influenceur Ibrahima Maïga. Et l'observateur Palga rappelle ce matin pourquoi il y a autant de polémiques autour de la présentation d'Ibrahima Maïga comme membre du MPSR.
Au passage, vous en parliez déjà hier avec votre invité qui n'y voyait pas le problème. Le problème, c'est que l'Obs évoque ce matin, par exemple, un post de septembre 2021 où Ibrahima Maïga a dit qu'il allait renoncer à sa nationalité burkinabé. C'est un exemple. En autre, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je ne suis pas très réseaux sociaux, mais les gens en parlent tellement. Et l'Obs a évoqué un autre post où il a donné le numéro du président Roch-Marc Christian Kaboré pour que les gens aient accès à lui pour, bon, d'après le journal, pour le critiquer. Voilà, directement. Et, ou pour certains même lui manquer de respect. Et le journal dit au passage que, bon, quelle que soit l'adversité qu'il y a entre vous, vous devez quand même limiter les critiques là et ne pas atteindre un certain niveau. Parce qu'à partir d'un certain niveau, je crois que c'est un manque de respect pour votre propre personne qui peut être présenté. Donc, au regard de tous ces faits-là, Ibrahima Maïga qui se présente aux côtés du MPSR, qui a un autre discours totalement responsable et poignant sur la question de l'intégrité et de la probité, c'est le jour et la nuit. C'est le discours à droite et puis l'action à gauche. Et c'est le péché originel que le MPSR ne devrait pas commettre, c'est-à-dire faire un discours totalement de droiture et puis agir dans tous les sens contraires. Voilà, parce qu'Ibrahima Maïga, aux côtés du MPSR, c'est toute la contradiction du discours du président d'Amiba. Et je crois que c'est ça qui heurte les uns et les autres. Les gens peuvent être des adversaires politiques, les gens peuvent ne pas avoir les mêmes idées sur la construction du pays, mais à partir du moment où vous affichez comme quelqu'un qui n'est pas dans l'adversité, mais plutôt dans l'inimitié, plutôt dans la guerre, qui donne l'impression que la mort des Burkinabés n'est pas un problème pour lui. Quand c'est comme ça, après, vous n'êtes plus crédible pour gouverner. Je crois que c'est ça qui pose problème. Et ce n'est pas nouveau. En 2014-2015, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a eu ce problème. Il a été président, ensuite il a passé la main au président Michel Kafando. Quand il est devenu Premier ministre et que le président Michel Kafando lui a demandé de proposer un gouvernement, il a proposé des gens qui étaient des gens de confiance. De Yacouba Isaac Zida s'entend en son temps. Je cite deux exemples. Il y avait Adama Sayon, qui était en son temps directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur, mais qui avait été avant cela procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, et qui avait, avec son supérieur, le procureur général Abdoulaye Bari, fait des déclarations dans des conférences de presse que moi j'ai couvertes pour dire que le dossier Norbert Zongo était tel qu'on ne pouvait pas continuer les investigations. Et c'était comme si c'était une prise de position politique de procureur qui ne voulait pas qu'on retrouve les assassins de Norbert Zongo. Et le peuple a retenu ça. Et donc, quand Adama Sayon a été nommé ministre de la Culture du gouvernement de la transition en 2014-2015, ça a fait un tollé dans l'opinion. Et je me souviens que le ballet citoyen a marché contre une telle nomination et il a été enlevé. Deuxième exemple, c'était Guigimde, le ministre Guigimde qui avait été aussi nommé comme ministre des Transports, était un homme de confiance de Yacouba Isaac Zida. Il se trouve que quelques jours après sa nomination, des dossiers sont sortis sur des démêlés qu'il a eu avec la justice américaine, parce qu'il y a eu un moment où il y a vécu et il était impliqué dans des affaires de vente d'avions pas en bon état. Voilà. C'est-à-dire dans la vente de l'avion, il était démarcheur, et dans la vente de l'avion, là, il avait caché des caractéristiques de l'avion, et ça avait créé un problème, ça avait fait un procès, il était en prison. Et quand le dossier est sorti, il fallait qu'il l'accepte, parce que la charte de la transition de 2015 disait que l'intégrité et la probité étaient des valeurs cardinales et que devaient incarner les membres du gouvernement. Donc il faut faire attention à qui voilà, vous donc et il était obligé lui aussi de démissionner. Et puis voilà. Donc Ibrahima Maïga n'a pas encore été nommé. Oui. Mais si d'aventure il venait à être nommé, je sais que ça va faire tellement de bruit que ça va créer des problèmes. Donc c'est un avertissement au MPSR en attendant que l'irréparable n'arrive.
Alors, on va avancer rapidement. La France quitte définitivement le Mali. Oui. Pour s'installer où? Pour s'installer au Niger. Au Niger. Je crois, au Niger, le président Emmanuel Macron l'a dit, c'est 2300 militaires français qui sont au Mali actuellement. Ça va prendre entre 4 et 6 mois, le déménagement, parce qu'il y a beaucoup de... C'est difficile de déménager? Ah oui, c'est lourd, c'est des armements lourds. Et vous savez que comme on bloque même les convois là, il faut faire très attention. Ça pourrait prendre... Ils avaient dit initialement en 6 mois et 1 an, mais finalement en 4 mois et 6 mois, je crois que ça va aller. Mais c'est pas la France seulement, c'est Takuba. Donc avec toutes les autres forces européennes. Oui. D'accord. Attendons de voir. Et pour terminer, la Fédération burkinabé de football a reporté sa conférence de presse. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'elle devait faire la conférence de presse là pour qu'on ait assez de détails sur un peu la CAN et puis un peu de Kamou Malo. Parce que lui aussi, le non-renouvellement de son contrat, on fait des gauches chaudes. Bon, mais là que c'est reporté, on va attendre de voir. Mais il y a une rencontre du comité exécutif de la FBF, la Fédération burkinabé de football, lundi, parce qu'il y a des membres qui ne sont pas d'accord avec le non-renouvellement du contrat de Kamou Malo et de son staff. Donc ça aussi, c'est un dossier que nous suivons. D'accord, affaire à suivre. Merci bien. Merci à toutes et à tous. Et vous le savez, chaque matin, vous avez droit à la rubrique Invité du jour. Aujourd'hui, dans la rubrique Invité du jour, nous recevons pour vous M. Nicolas Marquez. Il est le fils de la grande star du cinéma Mouna Ndiaye. Il faut rappeler qu'il est étudiant burkinabé à Strasbourg, une ville française. Et il est étudiant en 2e année à l'école de management de Strasbourg. Il est sur ce plateau pour nous parler du projet qu'il entretient avec justement d'autres membres donc, de son école, avec d'autres camarades. Nous allons en parler tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, ça fait plaisir. Alors, si on dit Nicolas Marquez tout de suite, certains pourraient se demander qui est-ce, mais si on dit que c'est justement le fils de Mouna Ndiaye, quoi qu'on dise, hein, ça fait autre chose. Et on va dire que vous êtes quand même le fils d'une grande star, actrice de cinéma, comédienne de théâtre, et c'est une dame quand même qui a plusieurs nationalités, burkinabé, sénégalaise, guinéenne, et puis pour certains c'est Malika dans Super Flic. Récemment c'est le chant des fusils et d'autres projets bien sûr, que ce soit au théâtre et au cinéma. Alors Nicolas, quand on a une mère star qui tourne beaucoup, dans quel univers familial vous avez grandi, vous qui êtes né en Côte d'Ivoire avant de venir au Burkina Faso? En fait, je pense que l'univers dans lequel j'ai grandi, c'est un univers artistique en fait. J'ai tout de suite été dans le milieu du théâtre, j'ai tout de suite aidé mes parents avec leurs pièces de théâtre par exemple, je donnais des conseils à mon père pour son écriture, ce genre de choses. Donc je pense que c'était un milieu très riche en fait pour moi, ça m'a aidé à nourrir mon imagination et ma créativité en fait. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à mener mon projet de cette manière, parce que en fait le milieu dans lequel j'ai grandi, il était vraiment ouvert d'esprit, on avait plusieurs mentalités parce qu'on avait plusieurs origines. Et on ne savait pas la mentalité africaine avec certains défauts qu'on peut avoir dans la mentalité africaine, mais on n'avait pas les défauts qu'on puisse avoir dans la mentalité française aussi. Donc c'était un mix du bon côté des deux. Du coup, je pense qu'ils ont fait du bon travail, mes parents quand même. Du bon travail. Et votre mère, qui est très souvent partie quand même pour des tournées européennes, en tout cas pour des projets. Et je rappelle que vous êtes le dernier fils. Donc, vous êtes justement le Benjamin. Vous avez une grande sœur, donc Léla Ndiaye, que nous saluons également. Alors, à deux, avec une mère qui est très souvent partie, qui est le pilier dans tout ça? Je pense que je dirais que c'est un travail d'équipe, et si ma sœur me voit, je pense qu'elle dira la même chose. Parce qu'au début, on a eu quelques soucis quand même pour se comprendre, pour s'entendre, parce que bon, c'était compliqué d'avoir des parents qui n'étaient pas dans les mêmes pays, surtout. Et au final, on a eu quelques soucis au début, mais après on s'est compris, on s'est dit les choses clairement, on est devenus super complices en fait. Parce que on a grandi avec notre mère. Notre mère a joué un peu le rôle du père en fait, et du coup on l'a respecté 10 fois plus pour ça, et je pense que c'était une belle famille, je pense. Et c'est dans cet univers aussi qu'il faut réussir forcément à l'école. Est-ce que vous pouvez nous parler notamment de votre parcours scolaire au Burkina?
Au Burkina, en fait, j'ai commencé, je suis arrivé, j'ai fait Bambi, d'abord pour ma maternelle et tout, j'ai fait Bambi. Ok. Et après, je suis parti à Saint-Ex, du CP jusqu'au CM2. Ouais. Et après, j'ai quitté Saint-Ex, je suis parti au lycée Universalis, je sais pas si vous connaissez, Oui. lycée Universalis, jusqu'à ma première. Et ensuite, enfin, sur un coup de tête, je suis parti en terminale à Horizon. J'ai fait l'internat là-bas. Et voilà, depuis 2020. Et après le bac, maintenant, vous vous êtes envolé. Ouais, exactement, l'Europe. c'est ça. J'ai vécu mon rêve, je suis parti, si on peut dire ça. Et maintenant, je suis à Strasbourg. À Strasbourg, vous faites la deuxième année donc à l'école de management de Strasbourg. Oui. Pourquoi justement étudier le management pour devenir un manager ou un businessman? En fait, je dirais pas que j'ai étudié le management pour devenir un manager ou un businessman. Je dirais que je l'ai étudié pour faire quelque chose de ma vie avec les outils que la vie m'avait déjà donnés en fait. Parce que j'étais quelqu'un que j'avais beaucoup de créativité, j'avais de l'imagination, j'avais envie de faire des choses, j'avais la tchatch surtout, j'arrivais à convaincre les gens pour plusieurs choses. Et je me suis dit j'ai envie d'utiliser les dons qu'on m'a donnés, les qualités que j'ai, en faisant quelque chose qui me plaît. Et j'ai pas envie d'être je sais pas employé ou de faire une formation qui va pas me plaire par la suite ou d'être spécialisé dans quelque chose alors que je veux faire plein de trucs en fait. Je veux travailler dans plein de choses et je me suis dit où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire et être dans tous les domaines à la fois et pouvoir avoir les outils et tout faire en même temps. Et je me suis rendu compte que le management, en fait, c'est ça. On est polyvalent, on a plusieurs spécialisations, on a même un parcours entrepreneur du coup chez nous. Ça veut dire que si à tout moment j'ai un projet, en plus d'être manager, je peux être patron de mon projet parce que je l'ai construit. Donc c'était réellement une opportunité pour moi et je me suis dit, quelqu'un qui est perdu comme moi, qu'est-ce qu'il pourrait faire en fait? Autant aller quelque part où je peux tout faire concrètement. Donc voilà. Et votre ambition dans le futur, c'est devenir quoi? La question, j'aurais dû réviser avant la question, je pense. C'est devenir entrepreneur, chef d'entreprise, être votre propre boss? Je pense que la dernière option va être mon propre boss. Parce qu'en voyant mes parents qui ont travaillé dur au début, c'est vrai, ça n'a pas toujours été la gloire pour ma mère. C'est ces derniers temps que ça a commencé à être fructueux, on va dire. Mais je vois qu'en fait, justement, je veux être mon propre boss en fait. Je veux travailler pour mon propre compte, je veux faire quelque chose qui me plaît. Et je veux utiliser en fait mon imagination. Pas seulement faire un travail prédéfini et faire ce qu'on me dit de faire en fait. À Strasbourg, vous êtes avec des camarades étudiants burkinabés également, avec qui d'ailleurs vous avez un projet, nous allons en parler tout à l'heure. Et comment ça se passe généralement pour les étudiants burkinabés là-bas? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Strasbourg, c'est une des villes les plus accueillantes de France et au monde, parce qu'elle a une des plus grandes diversités culturelles en fait. C'est-à-dire on a quelque chose qu'on appelle le Parlement européen là-bas, et c'est comme un conseil qui regroupe plusieurs pays en fait, plusieurs pays d'Europe et d'Afrique, enfin plusieurs pays d'Europe plutôt, et ça montre une réelle diversité parce que dans cette ville il y a plusieurs étudiants qui viennent du Portugal, qui viennent d'Italie, et cette ville en fait met tout en place pour que les étudiants se sentent bien. Il y a plusieurs aides, il y a plusieurs, enfin quand on a une carte étudiant on peut avoir des réductions, on peut avoir des aides financières pour nous aider, pour nous motiver. Les entreprises peuvent nous embaucher et nous payer pour nous payer et payer nos études pour nous aider et ensuite nous embaucher concrètement en CDI ou en CDD. C'est vraiment une ville qui fait tout pour aider les étrangers à se développer en fait. C'est une des seules villes qui fait ça en France, de cette manière en tout cas. Et vous personnellement, en plus des études, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais le dire comme ça, mais j'essaye d'écrire un scénario là maintenant. Ah oui, hein, on va dire que j'essaye de suivre les pas des parents. De suivre le pas des parents. Mais bon, après ce scénario, j'essaie de faire des choses avec l'école aussi, c'est-à-dire le projet justement pour lequel je suis là. Et il y a quelque chose qu'on appelle la ruche à projet chez nous. C'est un organisme en fait qui aide les personnes qui ont des idées à concrétiser leur projet et à même les financer si le projet est concret en fait. Et du coup, je pense que c'est ce que je vais faire en fait. L'art est dans vos veines, j'ai envie de dire. Nicolas, on parle maintenant donc du projet. C'est un projet que vous avez avec d'autres camarades donc, de votre école. Et en tant qu'apprenti, manager et businessman, vous avez créé l'association dénommée Promove. Promovem. Promovem. Ouais. Voilà. C'est l'apostrophe qui fait défaut des fois. Mais Promovem. Du coup, je vais expliquer un peu ce que nous on fait. En fait, le but principal de l'association, en fait, c'est de nous noter, nous.
parce qu'en tant que manager en deuxième année, on doit être apte dès la deuxième année à diriger un projet, à le créer et le diriger et à montrer qu'on peut travailler en équipe, parce qu'en tant que manager on sera appelé à travailler en équipe, on sera appelé à faire des concessions et à prendre sur soi des fois et à faire plus de travail que les autres, mais à ne pas en vouloir aux autres, parce que enfin c'est ça, on veut nous mettre en situation. Et ce projet là en fait on nous a demandé en deuxième année de le créer. Et on a choisi de créer un projet qui viendrait faire la promotion de notre école à l'international pour permettre à nos anciens camarades, nos anciens amis qui sont sur place, de leur montrer les opportunités qu'ils peuvent avoir et leur montrer même que rien qu'en deuxième année, vous pouvez avoir un projet qui est financé par l'école et vous pouvez être rémunéré pour ça. C'est vraiment pour nous mettre sur le milieu en fait. Et c'est dans ce cadre que vous êtes au Burkina Faso. Rappelez-nous, vous comptez combien de membres? On est 8 au total, mais dans ces 8, il y a 6 membres qui sont actifs. Parce que bon, problème de gestion, tout ne peut pas être parfait. Et dans ces 6 là, on est tous en déplacement, c'est-à-dire là il y en a 2 qui sont à Bobo, il y a moi qui suis à Ouagadougou, il y a 3 personnes au Maroc. Du coup. Et on est tous en train de faire la prospection, on est tous en train de travailler d'arrache-pied pour mener à bien notre projet, avoir une bonne note. Vous à Ouagadougou par exemple, quelles sont les activités que vous avez déjà menées ou que vous comptez mener? Alors depuis le début de la semaine, on est parti dans plusieurs écoles pour présenter notre université en fait, pour montrer les opportunités, donner des flyers, des goodies, faire des petits jeux, des questionnaires pour les amuser. Et enfin oui c'est ça, on a fait ça depuis le début de la semaine. On est parti dans des écoles, on est parti présenter, on est parti demander si on peut présenter et par la suite on a présenté. J'ai contacté une radio, Watt FM, pour essayer de voir si on pouvait diffuser. C'est vraiment des passages à des émissions pour faire comprendre plus votre projet. C'est pour ouvrir les yeux aux gens en fait, surtout. Maintenant, on va parler justement vous avez dit, vous avez rencontré des élèves ou des étudiants pour voir la possibilité pour eux, pour qu'ils puissent justement aller étudier dans votre université. Concrètement, comment ça peut se faire pour ceux qui sont intéressés? En fait, déjà, pour vouloir venir dans l'université, il faut être titulaire du bac. Ça, c'est d'office. La base. C'est la base. Bon, je sais que des fois, il peut y avoir quelques universités qui... voilà, mais bon, il faut le bac. C'est tout. Ou plus, mais bon, il faut le bac minimum. Et il n'y a pas besoin forcément de passer par Campus France. Faut passer directement par nous si vous êtes intéressé. Les frais sont... Au tout début, il n'y avait pas de frais de dossier, en fait, comme ce que faisaient les autres organismes. Mais maintenant, bon, c'est des frais qui sont réduits, en fait. Du coup, très inférieurs à ceux qu'on peut trouver. Et voilà. Après maintenant faut aller sur le site, faut prendre les renseignements, il y a des QR codes sur le site de l'école de management de Strasbourg, du coup EM Strasbourg, des QR codes pour le programme bachelor, pour le programme master, et dessus il y a toutes les informations, c'est-à-dire comment faire le visa par exemple pour les étudiants étrangers, comment demander des bourses par exemple, comment demander des aides pour les logements pour ceux qui arrivent à venir sur place. Il y a vraiment toutes les informations complètes dessus en fait. Est-ce qu'après aussi, ça ne va pas engendrer beaucoup de dépenses pour les étudiants? J'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, parce que quand on est étudiant, faut payer les études, hein, faut se donner les moyens de réussir en fait, tout simplement. Et du coup, la scolarité là-bas, ça a un prix, certes, mais le prix pour les opportunités qu'on a, pour l'opportunité d'avoir un triple diplôme à la fin des 3 ans, enfin c'est quelque chose de juste incroyable en fait. Et pour le prix que c'est, on trouvera des choses similaires aux États-Unis ou au Canada, mais pour beaucoup plus cher, pour 5 fois plus en fait. Donc moi je pense que c'est une opportunité en fait, cette ville. Est-ce qu'au sein de votre structure vous avez peut-être des conseillers qui puissent orienter aussi quand même les étudiants qui souhaitent aller étudier à Strasbourg? Si, parce que justement en fait nous, vu qu'on est en deuxième année, c'est notre projet, notre association, mais il y a des étudiants qui étaient en deuxième année il y a 2 ans du coup, qui ont fait à peu près la même chose, et eux ils en ont fait une entreprise officielle en fait, c'est-à-dire ils sont détachés de l'école, ils ont dit ok, nous on va recruter tout le monde, pas seulement pour l'école de management, et du coup on est en lien avec eux. Ça veut dire que les étudiants qu'on va recruter, les étudiants dont on aura les contacts et tout, ce qu'on pourra faire en fait, c'est les renvoyer vers cet organisme-là pour qu'ils puissent les aider à s'intégrer, à trouver un logement, à trouver les bons plans, là où il y a des réductions, machin, pour qu'ils soient vraiment intégrés dans la ville en fait. Nous on est en lien avec cet organisme-là qui était des étudiants en deuxième année il y a quelques années comme nous.
Ok. Parce que très souvent, avant de se déplacer aussi dans un pays qu'on ne connaît pas forcément, on veut certainement se rassurer aussi pour ce qui concerne aussi le logement. Est-ce qu'on va pouvoir trouver où loger, parce que c'est important aussi avant de pouvoir poursuivre les études. Ça veut dire que vous vous accompagnez par les conseils et puis bien sûr par la procédure à suivre. Maintenant, on va vous permettre de donner les adresses pour ceux qui sont intéressés pour aller notamment visiter votre compte ou vos comptes. Du coup, nous, en fait, le compte de notre association, c'est Promouvem, du coup, P-R-O-M-O-U-V apostrophe E-M, du coup, parce que, école de management. Et le compte Instagram de l'école de management, c'est juste E-M Strasbourg, tout collé en minuscule. Et là-dessus, il y a tous les feeds, toutes les informations, les photos de la ville, tout ce qu'un étudiant qui n'a aucune information sur l'école pourrait avoir besoin, en fait. Est-ce qu'on peut revenir sur les images justement donc, des étudiants pour justement qu'on regarde aussi les photos de vos camarades parce que là c'est à Strasbourg. Oui, c'est à Strasbourg, c'est dans l'école justement l'école de management. Et ça c'est les 6 membres actifs en fait. D'accord. On reconnaît les 3 Burkinabés en tout cas. Ah ça c'est clair. On reconnaît, mais là c'est avec votre mère, Mouna Ndiaye. Ah oui, ça faisait un an et demi que je l'avais pas vu pour cette photo. Oui. Du coup, on sent l'émotion. C'est normal. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien. Nicolas Marquez, quel est votre message à l'endroit des étudiants ou des scolaires burkinabés concernant le projet que vous avez aujourd'hui? Ce que je voudrais dire, c'est que ce projet, nous, on le fait avec plaisir déjà. On le fait pour vous. Parce qu'on a été étudiants comme vous, on a été élèves comme vous il y a 1 an et demi. Moi, j'ai eu mon bac en septembre 2020. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de 1, ne vous découragez pas pour le bac, parce que le bac, c'est juste un examen et une fois que vous l'avez, vous savez très bien que vous allez conseiller les plus petits. Et de 2, donnez-vous les moyens. Ça veut dire que si vous avez une idée, si vous avez un projet ou quelque chose que vous avez envie d'accomplir, faites-le maintenant et n'attendez pas demain en fait. Parce que c'est facile de se lancer dans quelque chose, de faire un cursus et de rester dedans par habitude et par peur du changement et par peur d'échouer quelque part d'autre. Non. La vie est courte, faites les choses maintenant et faites-les bien pour pouvoir réussir plus tard. Parce que si vous perdez du temps maintenant à chercher à ne pas être sûr et à perdre du temps à aller je ne sais où, en fait, je pense que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Donc, tenez le coup et commencez maintenant. Nous vous souhaitons aussi de bien réussir dans vos études. Et puis voilà, merci. Bon séjour au Burkina. Merci beaucoup. Vous souhaitez laisser votre contact WhatsApp? Oui, okay. Pourquoi pas. Bon, moi, mon contact WhatsApp, c'est du coup plus 226 67 17 30 75. Voilà. Okay. Donc, si jamais il y a des étudiants qui veulent me contacter ou pour demander des choses, il n'y a pas de souci. Merci. On est là pour ça. Merci. Je rappelle que nous étions avec Nicolas Marquez. Il est étudiant burkinabé à Strasbourg. C'est une ville française. Et il est étudiant en 2e année à l'école de management de Strasbourg. Il faut rappeler qu'il est un des chargés de communication du projet Promovem. Justement, c'est un projet qui va accompagner les élèves qui souhaitent aller étudier à Strasbourg. Il faut rappeler quand même que c'est le fils de Mouna Ndiaye, l'actrice comédienne donc de cinéma et de théâtre. C'est ici qu'on va s'arrêter pour notre entretien de ce jour. Poursuivons avec l'émission du jour. Cette fois-ci, nous allons parler cinéma avec le film L'amour de mes rêves. Nous recevons sur ce plateau le réalisateur de ce film ainsi que des acteurs. Nous sommes avec M. Tariq Ahmed Sako, réalisateur, producteur du film L'homme de mes rêves. Bonjour. Bonjour. Également sur ce plateau, Gérald Nagalo. Gérald Nagalo dit comme ça, vous ne savez pas de qui il s'agit, mais quand je dis Raldi du groupe Players, vous savez certainement de qui il s'agit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Il faut rappeler que vous êtes acteur principal dans ce film et assistant réalisateur. Alors, la seule demoiselle du groupe, c'est Angela Ivy, actrice. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci à tous d'être sur ce plateau pour nous faire parler du film L'homme de mes rêves. Monsieur le réalisateur, L'homme de mes rêves, racontez-nous l'histoire de ce film. D'accord. L'homme de mes rêves est un film qui traite un fait de société, qui parle de la vie. Dans ce film, il y a Isabelle Vanessa, qui recherche le modèle d'homme parfait. Voilà, donc elle se lance dans une aventure à la recherche de l'homme idéal et tout. Maintenant, le film, ça prend tellement de tournures et tout.
jusqu'à ce qu'à la fin, il y a une qui désiste et qui laisse l'autre dans l'aventure et après, ça va tourner mal. Voilà, on ne va pas dire tout. Est-ce que l'autre va finalement trouver l'homme de ses rêves ou pas? Bon, la question reste posée. Il faut aller voir le film pour savoir. Raldi, comment ça va? Oui, ça va, merci. D'accord, ça va bien également. Super. Alors, de la musique au cinéma, hein, ou bien on va dire que la passion aussi du cinéma était en vous? Bon, il faut noter qu'entre la musique et puis le cinéma, il n'y a qu'un pas. Hein. C'est la même famille. Donc, voilà, être acteur et être aussi artiste, je pense que c'est des choses qu'on peut associer facilement. Parce que c'est de l'art. C'est de l'art. Vous étiez concentré à tourner des films et puis depuis longtemps, nous, on n'a plus de son de oui, c'est parce qu'on est en train de se préparer pour vous donner encore quelque chose de plus potable. Voilà, vu aussi l'exigence à l'international, il faut qu'on propose en tout cas des produits très potables. Voilà, sur le marché pour pouvoir concurrencer ce marché-là. D'accord, nous vous souhaitons bonne inspiration. Merci et à votre collègue. Merci beaucoup. Bonjour Ninja. Voilà, Ninja. Tout à fait. Maintenant, on parle justement de ce film, L'homme de mes rêves. Vous jouez le rôle principal. Tout à fait. C'est qui d'ailleurs le nom donc, du personnage? J'incarne le rôle de Francis dans le film. Un jeune homme au début, en tout cas, qui se pavanait dans le quartier, qui n'avait pas du boulot. Et entre-temps, il y a une des filles que je sauve parce qu'on voulait la violer. Elle m'amène chez elle et puis bon, après, une histoire d'amour qui commence entre elle et moi. Donc du coup, elle abandonne son histoire de recherche de l'homme parfait. Et bon, elle se dit que bon, elle a déjà trouvé son homme et elle a laissé l'autre dans ses rêves. C'est l'amour sincère. Ouais, c'est ça. Et la fille, c'est elle ou... La fille, elle n'est pas sur le plateau. C'est ça. D'accord. Maintenant, c'est un film qui est au programme. On va donner justement la programmation pour la diffusion. D'accord. Le film L'homme de mes rêves passe au Ciné Nervoyard. Du 14, nous avons commencé l'avant-première, c'était le 14 février. Du 14 au 20 février, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Et le prix d'entrée, c'est 1500, 2000 francs. Vraiment, L'homme de mes rêves, c'est un film à voir absolument. Vraiment, c'est un film avec beaucoup de punch. Voilà. Quels sont les autres acteurs aussi qu'on retrouve en plus de Raldi et de Ivy? D'accord. On va juste citer les principaux. Il y a Raldi qui joue le rôle de Francis. Il y a Clarisse Dosso qui joue le rôle d'Isabelle, actrice principale. Il y a Vanessa Flavie Boudard. Et il y a moi-même le réalisateur qui est acteur principal aussi dans le film, dans le rôle de Christophe. De Christophe. Il y a aussi Oyu. On a vu Oyu sur l'affiche. Il y a Oyu aussi qui est là, qui joue un rôle assez secondaire là-bas. La fille qui est là, c'est la fille des rêves de Oyu. Dans le film. C'est cette fille que Oyu regardait et puis en temps il l'a percutée et l'autre fille. Donc c'est la fille de rêve de Oyu qui est là. D'accord. Il faut tout simplement aller voir ce film Raldi. On vous permet de dire un mot. Quel est votre invite à l'endroit du public burkinabé concernant ce film? Bon, c'est juste inviter tout ce beau public à soutenir le cinéma, à soutenir aussi la musique, parce que ce sont des secteurs prometteurs. Et je pense qu'en soutenant vos cinéastes, en soutenant le cinéma, on pourra aller encore plus loin. On pourra aller encore plus loin. On rappelle rapidement le programme de diffusion de L'homme de mes rêves. D'accord. C'est comme on vient de le dire tout à l'heure. On est au Ciné Nervoyard du 14 au 20 février. Voilà, aussi, on se 18h30, 20h30, 22h30. Tous les acteurs seront présents pendant les séances. Après les séances de 20h30, il y aura la présentation de l'équipe et les acteurs. Les gens pourront faire des photos avec les acteurs dont ils ont aimé, et voilà. Voilà, il faut tout simplement aller au Ciné Nervoyard pour voir ce film. Ce film, ça se passe au Ciné Nervoyard. Vous êtes invité. Hein. Bien sûr, je viendrai avec toute l'équipe. Vous avez vu les gens en bas. Voilà, ils seront avec moi. Merci bien. Nous allons vous raccompagner avec justement le spot publicitaire de ce film. D'accord, merci. Spécial Saint-Valentin, spécial Saint-Valentin. Nobletique présente L'homme de mes rêves. L'homme de mes rêves est une histoire de Isabelle et Vanessa qui recherchent le modèle d'homme parfait. Un film romantique et plein de rebondissements. Maladroit! Ça ne vous va pas? Vous pouvez pas aller devant vous? Excusez-moi. Vous allez
essaie d'appeler l'homme de mon rêve, mais je le rattrape. Vanessa, dis-moi combien d'hommes ont couché avec toi sans te dire merci. Je ne sais vraiment pas. En vrai, pour te dire que je n'ai pas couché avec beaucoup d'hommes. L'homme de mes rêves passe au Ciné Royal du 14 février au 20 février 2022 aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 1500 francs et 2000 francs. Ne paye pas quand même pour que je vienne dormir. Excuse-moi. Oui, allô? Oui, monsieur Christophe, ça fait des heures que je vous attends. Oui, vous savez quoi? J'ai horreur des acheteurs super excités. Ouais, mais qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas mené des bandits pour me tendre une embuscade? Vous croyez où? Francis, c'est qui cette jolie demoiselle? Célébrons la fête des amoureux avec le film L'homme de mes rêves le 14 février. Notez bien, le billet d'avion offert au couple le plus bien habillé le 14 février. Comme un envoyé de Dieu. Coup de poing, pim, pim, coup de pied, pam, pam, fou. L'homme de mes rêves, un film réalisé par Tariq Ahmed Sako. Nous poursuivons avec cette émission. Chaque vendredi, vous le savez, vous avez droit à la chronique sécurité routière avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto École. Et le thème de ce vendredi, nous nous intéressons à la prévention des incendies auto et moto dans la circulation. Et nous recevons, comme chaque vendredi, le moniteur Ezekiel Ouedraogo. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Moniteur, on parle d'incendie aujourd'hui. C'est un thème intéressant qui va justement donner beaucoup de conseils aux usagers de la route. Pour commencer, moniteur, dites-nous quelles sont les causes d'un incendie auto ou moto en circulation. Très bien. Bonjour à vous, chers usagers de la route. Avant donc de répondre à cette question, et si on peut avoir la vidéo. On va regarder la vidéo, voilà, oui. Et on revient. Voilà. Oui, donc... c'est fréquent au Burkina, un peu partout, dans nos villes. Alors, vous faites bien de parler de ce thème. Oui. Alors, moniteur, quelles peuvent être les causes de ce genre de cas? Ah oui, donc les causes sont généralement d'ordre technique. Donc, la mécanique a une responsabilité donc, quant aux incendies en pleine circulation. Il y a également le circuit électrique sur une auto comme sur une moto. Voilà. Alors, lorsqu'il y a des court-circuits au niveau du circuit électrique, ça peut également être source d'incendie. Il y a également le circuit du carburant au niveau donc, des motos comme au niveau des voitures. Tant qu'il y a des fuites, une simple étincelle suffit pour déclencher donc un incendie en pleine circulation. Ce n'est pas rare pour tous les usagers de voir une moto en feu. Donc il faut qu'on prenne beaucoup de précautions pour limiter vraiment ces dégâts-là d'incendie en pleine circulation. Oui. Et quelles sont les conséquences justement donc, de ces incendies auto ou moto en circulation? Très bien. Les incendies donc concernent aussi les motos, comme les autos. Les conséquences malheureusement, au-delà des dégâts matériels que vous pouvez constater comme moi, il y a également quelquefois des pertes en vie humaine dans certains véhicules ou encore dans certains cas de transport en commun. Donc, alors les incendies causent beaucoup de dégâts. Malheureusement, donc au-delà des pertes, donc au-delà des dégâts matériels, on peut également compter des pertes en vie humaine dans certains incendies. Voilà, c'est ça qui est regrettable dans beaucoup de cas. Oui. Voilà, donc les conséquences sont énormes. Il faut dire aussi que c'est risqué quand même quand ça arrive en circulation aussi, oui. Parce que pour les autres qui sont à côté, il y a des risques. Bien sûr, bien sûr, vous avez vu la vidéo. Donc les gens se sont approchés pour observer, voilà. Donc incapables d'intervenir, ils n'ont pas les moyens pour intervenir ici. Voilà, donc l'incendie a eu un début, c'est au début qu'il devait agir. Donc au début, il devait agir. Voilà. Donc vous voyez là, voilà, donc c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait des incendies en pleine circulation et ça expose également les autres usagers en cas d'incendie, bien sûr.
Voilà, puisque, vous savez, par exemple, ce camion qui a pris feu, vous ne savez pas qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ce camion. S'il y a une bouteille de gaz à l'intérieur, alors tous ceux qui sont autour, qui regardent, voilà, vous voyez là, si ça s'explose, donc on ne sait pas qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Il y a vraiment un grand risque pour les autres usagers de la route lorsque l'incendie a atteint cette ampleur-là. D'accord. Voilà. Maintenant, justement, quelles sont les précautions aussi à prendre lorsque vous êtes face à un cas comme ça? Ah, très bien. Alors, vous voyez, et déjà, nous sommes tous, et donc des usagers de la route, nous sommes aussi qualifiés comme des secouristes, bien que nous soyons des apprentis. Les spécialistes, ce sont les sapeurs-pompiers. Voilà, eux, ils ont été formés, ils ont reçu donc une formation de pointe. Ils ont l'équipement adéquat, approprié pour donc maîtriser des incendies, comme vous l'avez vu. Mais nous également, on ne va pas rester là, inactifs, croiser les bras, hein, pour regarder le feu évoluer. Voilà, donc, pour regarder le feu évoluer. Voilà, donc c'est important. Il faut faire attention aussi, hein, parce que on n'est pas forcément des secouristes. Bon, on ne sait pas vraiment aussi quelles précautions prendre. Donc, il faut faire attention. Là, ce sont les sapeurs-pompiers. Oui, là, ce sont les sapeurs qui sont venus donc pour maîtriser le feu. Voilà. Mais nous également, c'est comme le code de la route et les lois de la circulation routière recommandent que dans chaque véhicule, il y ait un extincteur. Voilà. Non seulement l'extincteur, il faut savoir aussi l'utiliser. C'est important. C'est le début de l'incendie où il fallait intervenir. Si donc l'ampleur du feu atteint ce que nous voyons dans cette vidéo-là, c'est difficile pour des gens qui n'ont pas d'équipement, hein, comme des simples usagers, comme nous, d'intervenir à ce niveau. Mais au début de l'incendie, quand l'incendie commence, la fumée commence à monter, et qu'il y a un extincteur, alors tout de suite, et il faut prendre son courage à deux mains. C'est un travail de soldat. Donc voilà, c'est un peu ça, un travail de soldat. Il faut avoir un extincteur et il faut savoir l'utiliser. Voilà, c'est important. Donc ça peut permettre... Là ça concerne vraiment les véhicules. Pour ceux qui sont en moto, par exemple, bon... C'est ça, on ne peut pas se promener avec des extincteurs. Oui, effectivement. Et même pour le cas des motos, voilà, même pour le cas des motos, s'il y a des usagers et donc courageux, s'il y a des usagers courageux, malheureusement sur place, généralement au Burkina, ici, s'il y a le sable à côté, on se sert de ça comme moyen donc pour maîtriser un feu. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, les incendies donc ont leur cause et les causes sont surtout d'ordre technique. Hein. Voilà, donc si la maintenance est mal faite, ça peut donc être source d'incendie en pleine circulation, comme vous le voyez. Voilà. Bien sûr. Oui. Alors, quel rapport justement entre la maintenance et les incendies, notamment des autos et motos? Ah, très bien. Ici, effectivement, un rapport étroit entre donc ces incendies que vous voyez et la maintenance. Donc, la réparation va jouer un rôle important. Vous voyez par exemple ici, des fils électriques dénudés qui ne sont pas isolés peuvent tout de suite provoquer un court-circuit, générer donc des étincelles, et s'il y a des pièces flammables à côté, alors tout de suite l'incendie est déclenché. Il y a également le circuit, voilà, regardez par exemple ici c'est une moto. Au niveau des bougies, il y a des isolants qui doivent couvrir donc la tête de la bougie, ça ne doit pas être exposé. Voilà, une étincelle qui échappe. Il faut vérifier ces détails-là. Ah oui, il faut vérifier ces détails-là. Donc, la maintenance donc, va jouer un rôle pour donc, diminuer le risque d'incendie en pleine circulation. Au niveau des autos, c'est surtout plus compliqué à ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup de panneaux. Regardez par exemple ici, une batterie montée, que ce soit sur la moto comme sur un véhicule, doit avoir un support. Ça doit être serré, ça doit être ferme. Ça ne doit pas bouger à tout mouvement. Sinon, ça peut provoquer un incendie. Voilà, donc, depuis l'usine, c'est prévu que toute batterie, que ce soit sur la moto comme donc sur la voiture, il doit avoir un support, comme vous le voyez. Si vous n'avez pas de support, le risque d'incendie est élevé donc, au niveau de votre véhicule ou au niveau de votre moto. C'est pour ça qu'on demande de faire régulièrement des révisions. Bien sûr, des révisions et également des pièces qui ne sont pas présentes doivent être donc remises en place. Au niveau par exemple des voitures, si vous regardez au niveau de la ligne d'échappement, depuis le collecteur jusqu'au silencieux, je parle aux garagistes. Donc il y a une mise, depuis l'usine,
on a mis en place ce qu'on appelle un bouclier thermique pour éviter que la chaleur qui se dégage donc, au niveau depuis le collecteur d'échappement jusqu'au silencieux, que cette chaleur ne contamine pas la carrosserie. Donc lors des travaux sur la ligne d'échappement, le réparateur doit veiller à ce que ce bouclier soit maintenu et reste en place. Sinon, pendant la circulation, la chaleur peut se propager sur la carrosserie et générer des étincelles. Ici, il y a des pièces flammables à côté. Tout de suite, l'incendie est déclenché. Voici un peu comment les incendies arrivent en pleine circulation. Il faut faire attention. Ah oui. Donc, quelque part, il y a la responsabilité des conducteurs, des autos, des engins qui est engagée. Bien sûr, oui. Bon, pour les conducteurs, ici, par exemple, prenons un conducteur de moto. Alors, lui, sa responsabilité n'est pas grand-chose. Vous garez votre moto chez vous à la maison. Le matin, vous voyez qu'il y a des gouttes d'essence à terre. Oui. Ça doit vous inquiéter. C'est ça. Hein? En pleine circulation, s'il y a une étincelle qui s'échappe dans les circuits, tout de suite, voici l'incendie qui est déclenché. Donc, tout ça sont des précautions. Lorsque vous garez, pour la moto, c'est facile, c'est visible. Hein? Vous voyez des taches d'essence sur le sol, ça doit vous inquiéter. Vous devez donc veiller à faire corriger ces défauts-là pour minimiser le risque d'incendie sur votre auto ou bien sur votre moto. Voilà, en pleine circulation. Voilà. Est-ce que, quelque part aussi, l'état de la route intervient quand on parle d'incendie? Très bien. Oui, bien sûr. L'état de la route a une responsabilité puisque c'est l'état de la route qui affecte la mécanique. C'est important. Et lorsque des métaux donc qui ne devaient pas se frotter directement sont par exemple séparés par des pièces élastiques, si ces pièces-là sont abîmées et que des métaux se frottent, ça génère des étincelles. Et donc s'il y a des pièces qui peuvent prendre feu tout de suite, voici comment un incendie peut se déclencher très facilement. Voilà, donc l'état de la route donc, qui entraîne beaucoup de dégâts au niveau de la mécanique, qui influence beaucoup la mécanique, peut donc être source de génération d'étincelles au niveau donc, de la mécanique des motos comme des voitures et enclencher tout de suite un incendie en pleine circulation. Voilà. Alors, moniteur, on va terminer par des conseils. Conseils, c'est toujours important, en tout cas, de conseiller. Généralement, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les incendies? Alors, pour éviter les incendies, c'est simple. Donc, déjà, les maintenanciers, les spécialistes de la maintenance, ils savent déjà ce qu'il faut faire. Ensuite, l'usager lui-même. L'usager lui-même, comme je l'ai vu, l'exercice va consister cette semaine-là. Tout automobiliste doit vérifier si sa batterie a un support. Okay. Si la batterie d'accumulateur n'a pas de support, veillez à mettre en place un bon support. C'est d'ailleurs une obligation. Si vous allez au contrôle technique et qu'il n'y a pas de support sur votre batterie, alors c'est échoué. Il faut donc mettre en place ça. Et le support, ça permet donc d'éviter les incendies. Ça permet d'éviter les courts-circuits électriques. Alors voici donc un petit geste simple. Donc automobiliste, ça ne coûte rien de soulever le capot et vérifier. Est-ce que le support de ma batterie est en place ou bien c'est resté au garage ou ça s'est égaré à quelque part? Il faut vérifier. Voilà ce que je peux dire. Et pour les motos aussi, le moniteur a dit, si vous vous réveillez le matin qu'il y a l'essence qui goûte, oui. Donc il faut aller tout simplement trouver la solution chez le mécanicien. Voilà, donc ça permet de limiter un peu le risque d'incendie. Voici un peu ce que je peux vous laisser aujourd'hui. Voilà, donc et ensemble on va continuer à partager notre route. L'exercice sera fait. Merci à vous, moniteur. Voilà. Avec plaisir. Nous passons le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victoire Auto-École parce qu'il faut rappeler que le moniteur Ezekiel Ouedraogo nous vient de Victoire Auto-École pour la chronique sécurité routière de chaque vendredi. Nous allons retrouver tout à l'heure Honoré Onadja pour les rendez-vous du week-end. C'est la dernière rubrique d'ailleurs de cette émission, virgule, et on revient. Et l'honorable Honoré Onadja nous rejoint maintenant pour les rendez-vous du week-end. Chaque vendredi, il nous donne les événements du week-end à travers cette chronique, les rendez-vous du week-end. Honoré Onadja que nous retrouvons à présent. Bonjour et bienvenue, messieurs, dans l'honorable. Bonjour à toi et bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à toi d'être là. Et le premier événement, nous débutons donc ces rendez-vous du week-end avec la soirée organisée par le CAR, le collectif des architectes du rire. On a parlé des architectes du rire. Depuis ce matin, tu as ri combien de fois? Plusieurs fois. Tu sais que moi je me réveille, je ris tout le temps. Ris encore.
Voilà, c'est bon, voilà. C'est l'une des manières. C'est l'une des manières. C'est la Trésorienne qui a l'habitude de me dire, même Madame Nikema, ton rire là. D'accord, je te laisse poursuivre. Ben voilà, du coup, on a décidé d'égayer toutes ces personnes-là qui effectueront le déplacement. Car c'est vrai qu'on a traversé une semaine qui a connu des hauts et des bas. Du coup, on a décidé d'apporter la bonne humeur au Burkina Faso et particulièrement du côté de Gunguin, précisément avec ces jeunes-là qui font partie du collectif des architectes du rire, qui nous convoquent, je pourrais dire une convocation ce soir déjà à partir de 20h du côté du Car, précisément à Gunguin, pour une soirée qui va retrouver sur la même scène des artistes humoristes comme Moussa Piti Sergent, des artistes comme Dabros, des artistes comme Momo l'intellectuel de son village. Vous allez retrouver encore Welvi la merveille, vous allez retrouver encore des artistes comme Joe le rapide, Papa na 3 vitesses Mazipé, et en poste vous allez retrouver une dose féminine, car il y a une artiste là aussi qui va venir s'entretenir avec vous, Nicole, qui viendra aussi s'entretenir avec vous. Pour te dire que tous ces bon nombre de personnes vont venir vous entretenir et vous permettre d'oublier un temps soit peu les tumultudes un peu que vous traversez, et ce pour un mot de passe tout simplement de 2000 francs. 2000 francs pour retrouver ces artistes là sur la même scène, je peux dire que c'est du donné. Alors on va demander aux gens de s'apprêter déjà. Pour ceux-là qui vont venir, apprêtez-vous et s'il vous plaît, venez avec des mouchoirs. Parce que là vraiment, on va faire du boom. On va faire du boom ce soir. Rire jusqu'à pleurer, c'est donc ce soir. C'est ce soir, oui. Tout à fait. Du côté de l'Institut français, qu'est-ce qui est prévu? Alors pour l'Institut français, déjà ce soir nous aurons un café-concert. Un café-concert avec un artiste qui n'est pas des moindres. Il se fait tout simplement appeler Goni Diabati. Goni Diabati, c'est le prince de la Kora burkinabé. Oui, lui, voilà, je le connais. Celui-là sera en prestation ce soir à partir de 19h et l'entrée elle est libre et gratuite pour ces personnes-là qui vont effectuer le déplacement. Et demain, on va vous proposer un long métrage qui a eu la médaille d'argent au FESPACO, qui n'est autre que le film Frida. C'est ce film-là que l'on va vous proposer demain à partir de 19h, précisément au Petit Méliès. Et là, on va vous demander de débourser la somme de 1000 francs et 1500 francs. Parce que Frida, c'est l'histoire d'une dame qui habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier de Port-au-Prince, et précisément